D'accord, autant j'arrive à lire l'allemand, autant j'arrive à le comprendre et un petit peu à le parler, autant leur écriture gothique, c'est un A ou un H majuscule, ça c'est... Oh, excusez-moi, je vous avais pas vu entrer. Oh, ça va? Ça n'a pas l'air d'aller. Ah, le médecin vous a interdit les alcools forts. Ben oui, c'est un problème. Qui dit cocktail dit alcool fort. Et interdiction des alcools forts dit pas de cocktail. Ben, je suis désolé, hein, va falloir y aller. Oh, vous en faites pas, je vais pas vous laisser tomber, il n'y a pas de souci. Écoutez, est-ce que vous voudrez pas seulement une bière? Ben oui, toujours bon une bière, il n'y a pas de souci, hein. Tenez, voilà. D'ailleurs, pour ce qui est des bières, si on parlait des bières dans les années folles, allez. Vous pensez bien que le commun des mortels n'a pas forcément les moyens de s'offrir un cocktail onéreux chaque jour. En France, par exemple, on consomme plusieurs millions d'hectolitres de bière chaque année. Si on ne connaît pas réellement les chiffres d'avant-guerre, on admet généralement que la bière est surtout consommée au nord et à l'est de la France, et surtout dans les grandes villes. La Grande Guerre a malheureusement fait beaucoup de mal à la production brassicole en France du fait d'une logique géographique implacable. Le nord et l'est de la France, qui sont justement là où l'on consomme le plus de bière et où l'on fabrique le plus de bière et où l'on trouve donc le plus de brasseries, ont été les régions qui ont été envahies par les Allemands en 1914. Et entre les destructions à la suite des combats ou le démontage de matériel pour fournir du matériel à l'industrie allemande, beaucoup ont souffert et des centaines de brasseries ont mis la clé sous la porte. Entre ça et le rationnement de l'orge, élément indispensable à la fabrication de la bière, et en plus la restriction de la libre circulation de la bière, autant vous dire que les brasseries n'étaient pas vraiment à la fête. Mais comme je l'ai dit, la consommation de bière a continué et après la guerre, elle est passée de 8 à 15 millions d'hectolitres entre 1920 et 1924. Puis ça n'a pas trop bougé durant 3 ans, la consommation restant aux alentours de 14 millions d'hectolitres avant de repartir à la hausse entre 1928 et 1930, passant de 16 à 18 millions d'hectolitres. Puis je pense qu'à partir de là, on a atteint un pic, puisqu'en 1931, on arrive à 18 479 000 hectolitres de bière consommés en France. Et après, ça va baisser. Mais on parle là de l'après 1931. Mais j'imagine que vous n'êtes pas là pour parler de chiffres, n'est-ce pas? Vous êtes là pour boire un coup. Mais parlons aussi de quelques bières marquantes nées entre 1918 et 1931. Un jour que je parle de la noble expérience, qui a poussé pas mal de brasseries de renom à trouver d'autres débouchés pour survivre. La brasserie Anheuser-Busch par exemple, elle a mis au point dès 1916 une bière qui ne devait pas dépasser le degré d'alcool autorisé, soit 0,5% d'alcool, et ça pour une bière destinée aux troupes américaines engagées en Europe. Alors, entre parenthèses, ça n'a pas empêché nos chers Yankees de profiter des bars et cafés français, de se jeter sur la bière allemande lorsqu'ils en trouvaient dans les tranchées ennemies, ou, plus tard, de profiter de cette même bière allemande dans leur zone d'occupation militaire en Rhénanie. Après l'application de la prohibition sur tout le territoire des États-Unis, la Bevo devient un des produits phares de la marque Anheuser-Busch qui n'a pas lésiné sur la publicité pour la mettre en avant. Cette bière, entre autres produits, permet à la brasserie de continuer de fonctionner malgré le régime de la prohibition. Mais il cesse de la produire à partir de 1927. Après, ce n'est pas la seule bière à faible teneur en alcool à avoir été commercialisée à cette époque. On a l'exemple de la brasserie Strauss qui produisit la Lux Eau, la brasserie Pabst a produit la Pablo, et la brasserie Schlitz, la Famo. Entre autres, il y en a bien d'autres. On arrive sur des bières
des vraies bières maintenant, celles qui contiennent de l'alcool. On parle évidemment d'une bière belge. Les brasseurs belges, tout comme les brasseurs français, ont bien évidemment eux aussi été mis à mal par la Première Guerre mondiale. En 1919, on ne compte plus que 2109 brasseries belges alors qu'elles étaient 3214 en 1913. Une autre conséquence de la guerre, les Belges sont entrés en contact avec la bière anglaise, les ale. Et ça va inspirer Albert Moorgat, qui, après un voyage en Écosse, d'où il ramène la levure nécessaire à la fabrication d'une nouvelle bière, élabore avec son frère Victor une bière blonde de fermentation haute, appelée en 1919 la Victory Ale, nom donné pour célébrer la victoire des Alliés. Mais pourquoi le nom de Duvel dans ce cas? Eh bien, c'est lors d'une dégustation au village de Puurs, situé en Belgique flamande. Ce détail a son importance. Un des notables du village, le cordonnier Van de Wouver, fut surpris par les puissants arômes de cette bière et s'était exclamé « Dit is een echt duvel » ou en français, si vous préférez, « c'est un véritable diable ». Et à partir de 1923, la bière Victory Ale fut commercialisée sous le nom de Duvel. C'est en tout cas l'histoire rapportée par la brasserie. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien en 1923 que la Duvel a fait son apparition. Un détour par l'Alsace, comme c'est étonnant. Ou pas. La deuxième bière de la liste est apparue en 1921 dans une Alsace fraîchement redevenue française. Elle a vu le jour dans la brasserie du Tigre, située à Strasbourg, fondée en 1995 par Abraham Jost. Après être passée par les mains de plusieurs propriétaires, elle est rachetée par Maurice George Hatt, qui rebaptise la brasserie le Grand Tigre. La famille Hatt en 1921 est déjà depuis longtemps implantée dans le paysage brassicole de la capitale alsacienne, depuis 1664. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Toujours est-il que sa bière Hatt se vend bien. Sa famille possède de nombreux débits de boissons et il profite de l'occasion du rachat pour vendre une nouvelle bière. Une bière blonde de fermentation basse, ou en allemand Bockbier, ou tout simplement une Bock, d'où le nom de la bière Tigerbock. Une bière blonde de luxe destinée à des établissements de haut de gamme et elle devient en peu de temps une des bières les plus bues de France. Encore une fois, on est sur une conséquence de la Première Guerre mondiale et de la destruction d'une bonne partie des brasseries du nord de la France. Dans le tas, la destruction de la brasserie du grand-père de Louis Bocquet, située dans le quartier Vauban de Lille. Cette destruction pousse celui-ci à s'associer à un autre brasseur, Armand de Flandre, et Raoul Bonduel, un producteur d'orge. Ensemble, ils achètent un local situé près du port fluvial de Lille, à Mons-en-Barœul, et ouvrent en 1921 la brasserie du Pélican, du nom apparemment d'une danse en vogue au début des années 20. Très vite, ils lancent leur propre bière, une bière blonde de fermentation basse qu'ils appellent la Pélican. Évidemment, malgré la concurrence locale, cette nouvelle bière connaît un grand succès. Plusieurs versions différentes de cette bière verront le jour au fil des ans et 10 000 hectolitres de cette bière furent produits l'année de son lancement. Un chiffre qui ne fera qu'augmenter avec le temps. Une bière sans alcool, de nombreuses bières blondes. Si on passait à autre chose. Pour l'occasion, on reste en France. Et toujours dans le Nord, à Jeanlin, dans une brasserie toute neuve fondée par Félix Dhuicq, initié au noble métier de brasseur par son propre père. Mais ce cher Félix n'a pas envie de faire de bière classique. Une bière de soif, lui? Non! Il a d'autres idées en tête. Pour se démarquer de la concurrence, il choisit de produire une bière différente. Au lieu de les vendre quelque temps après leur production, il conserve la bière dans des fûts plusieurs semaines pour lui laisser le temps de développer ses arômes. Il obtient alors une bière plus fine et moins sucrée que celle des autres brasseurs, la Jeanlin. Une bière ambrée, non pasteurisée, de fermentation haute et surtout, du fait de son processus de macération, elle sera qualifiée bien plus tard de première bière de garde.
Cette bière est née sur des terres qu'on n'imagine pas vraiment brassicoles, plutôt viticoles. Parce que si je vous dis Andalousie, vous pensez au soleil espagnol et au flamenco, pas forcément à une brasserie. Je me trompe? À moins qu'elle soit fondée par un Allemand. Ah mais attendez, juste comme ça, dès qu'un Allemand met le pied quelque part, il fonde une brasserie. Ah oui, c'est limite vital pour lui. Je vous ai déjà parlé de Tsingtao? Non? Bon, c'est normal, c'est pas sujet. Revenons à 1925 et aux deux brasseurs locaux, très attachés aux traditions andalouses, qui fondent alors la brasserie Alhambra dans la ville de Grenade. Le nom de la brasserie est repris du nom du monument emblématique de l'Alhambra de la ville de Grenade. La première bière Alhambra est une bière blonde de fermentation haute, une lager brassée avec l'eau de source de la Sierra Nevada et du houblon Saaz. Retour en Belgique avec une bière née pour Noël 1926. Mais attention, la brasserie qui a produit cette bière est un véritable monument de la Belgique. Il s'agit de la brasserie Artois, située à Louvain, et dont l'origine remonte à 1366. Elle s'appelait d'ailleurs à l'époque Brasserie Den Hoorn. Elle a été rachetée en 1717 par le brasseur Sébastien Artois, qui lui a donc donné son nom. Le projet de cette nouvelle bière a pendant longtemps été un secret. En fait, sa production avait démarré dès octobre 1925, mais sous le nom de code X. Et son nom ne fut déposé qu'en janvier 1926. Il a fallu attendre Noël 1926 où elle fut donnée en cadeau aux habitants de Louvain. Genre de cadeau que moi j'aimerais bien avoir. Mais bon, j'habite pas à côté d'une brasserie. D'où son nom d'ailleurs. Stella venant d'étoile en latin, une référence directe à l'étoile de Noël. Le succès de cette pils fut d'ailleurs tel que sa production fut étendue à toute l'année. En parlant de pils, je pense qu'il est temps de retourner en Alsace et de parler de la brasserie Météor, basée dans la ville de Orfelden, qui n'est peut-être pas aussi ancienne que la brasserie belge Artois, mais sa date de naissance remonte tout de même à 1640, ce qui est plus qu'honorable. Elle est gérée depuis 1898 par la famille Haag après le mariage de Louise Metzger, héritière de la brasserie, avec Louis Haag. Louise. Bref. La nouvelle société prend alors le nom de Haag Metzger et compagnie, nom qu'ils vont changer en 1925 pour Météor, contraction de Metzger, et or, couleur de la bière blonde. Et c'est en 1927 qu'ils lancent la première bière Pils de France, inspirée de la Pilsen tchèque, la Météor Pils, une bière légère de fermentation basse. D'ailleurs, histoire d'en rajouter un petit peu pour Météor, ils ont lancé en 1930 leur première bière de mars. Vous pensiez qu'avec l'Alhambra nous aurions tout vu? Vous avez tort. Parlons de la Superbock, une bière portugaise. Cette bière n'est ni issue d'une brasserie dont l'origine remonte à la nuit des temps, ni d'une brasserie récente. L'entreprise d'origine, la CUFP, est basée dans la ville de Porto et ne produit d'ailleurs pas que de la bière, mais aussi différentes boissons. Quant à la bière Superbock, c'est, comme vous pouvez vous en douter, une bock, une bière blonde de fermentation basse qui a gagné d'ailleurs, attention, la médaille d'or à l'exposition industrielle du Crystal Palace, mais pas celui de Londres. Le Crystal Palace de Porto en 1926. Le brevet, quant à lui, fut enregistré l'année suivante, en 1927, et elle fut lancée sur le marché la même année en tant que bière de Noël. Vous pensiez être au bout de vos surprises? Retournons en Belgique et parlons d'une bière un peu spéciale, l'Orval. Orval, à l'origine, c'est un monastère situé dans la province de Luxembourg, en Belgique. Mais en 1926, le lieu n'était plus qu'un ensemble de ruines, les derniers moines ayant quitté les lieux à la suite de la mise à sac du monastère par l'armée révolutionnaire française en 1793. D'ailleurs, ces moines, la communauté a été supprimée par l'ordre cistercien 3 ans plus tard, en 1796. Ce n'est qu'en 1926 que la famille de Haren offre les ruines et quelques terres environnantes à l'ordre de Cîteaux pour qu'ils y réinstallent une communauté religieuse. L'ordre accepte et des moines sont envoyés sur place pour la reconstruction du monastère. Cette tâche est supervisée par Don Marie-Albert van der Cruyssen, un Gantois, moine de l'abbaye de la Trappe. Toujours est-il qu'il faut financer ce projet gigantesque.
Oui, la reconstruction de l'abbaye ne se fait pas du jour au lendemain et en 1931, le chantier est loin d'être achevé. C'est alors qu'il vient une idée aux moines pour récolter des fonds. Ils vont créer, en 1928, une fromagerie. Bon, vous en doutez bien, ça n'a pas suffi et c'est pourquoi ils vont effectivement fonder une brasserie en 1931. Dès le départ, ce ne sont d'ailleurs pas les moines qui s'occupent de la gestion brassicole, mais des salariés, dont un certain Pappenheimer, maître brasseur d'Orval, originaire de Bavière, et à l'origine de la recette de la bière Orval, une bière ambrée de fermentation haute et surtout, c'est une bière trappiste. Pour finir, et j'en suis navré, je vais probablement détruire une légende allemande. Enfin, réactualiser serait un bien meilleur mot que détruire. Parce que je vais parler de la Kölsch. Si ce nom ne vous dit rien, c'est que vous n'êtes ni allemand ou que vous n'êtes jamais allé à Cologne, dit Köln en allemand d'ailleurs, ou les deux. C'est une bière allemande spéciale et très étroitement liée à l'histoire et aux traditions gustatives de la ville de Cologne et qui serait née en 1918. Mais il se trouve que les documents ont refait surface et ces documents datent de 1903. Ce document, c'est une innocente carte postale qui décrédibilise la date de naissance officielle de la Kölsch. Si on regarde attentivement cette fameuse carte postale, on y voit affiché Echt Kölsch, comme une bière de fermentation haute. La brasserie produisant cette bière n'est autre que la brasserie Zühner, qui est la première à avoir brassé cette bière à Cologne. Voilà, je me devais quand même d'en dire un mot avant que l'on m'accuse honteusement de l'avoir oublié. C'est juste en fait qu'elle est plus ancienne que ce qu'on en avait admis jusqu'à présent. C'était un sujet qui sort un petit peu de l'habitude, la bière durant les années folles. Alors oui, on a légèrement survolé le sujet, et pour ce qui est de la liste, il y en a très certainement que j'ai oublié, mais c'est une petite sélection. Voilà, il y en a bien d'autres, évidemment. Toujours est-il que, comme pour les cocktails, je vous invite à déguster ces bières tranquillement et de les consommer avec modération. En attendant, moi, il va falloir que je peaufine la mise en place pour le nouvel an, mais ne vous en faites pas. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre cocktail des années folles.